Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur les conséquences de la cybersécurité sur la valorisation de l'entreprise. Alors nous allons parler M&A, cotation boursière, due diligence, RGPD, risque de réputation, mais aussi garantie de passif ou assurance cyber. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui avec à mes côtés Philippe Cotel, qui est Risk Manager chez Airbus, Charlie Pujot, au milieu, qui est M&A Director chez Bryan Garnier & Company, et puis Léopold Larios de Pignat, qui est Risk Manager et DPO chez Mazars. Alors vous serez invité à participer au débat, je vous passerai mon micro d'ailleurs, et à prendre la parole au cours des échanges. Sachez toutefois que les débats sont podcastés, qu'il peut y avoir des journalistes parmi nous, et donc, méfiez-vous. Alors, on va commencer tout de suite en regard du titre de cette conférence. La cybersécurité a-t-elle un impact sur la valorisation des entreprises ? Alors, pour commencer, parlons peut-être de la bourse. Charlie. Oui. Alors ça, on a tous suivi un petit peu ce genre d'informations, les data breach de Yahoo ou de chez Equifax, et en fait ou de chez Facebook, Cambridge Analytica. Equifax qui a perdu l'ensemble de l'information sur 140 millions d'Américains. Des informations personnelles permettant de créer des comptes. Donc on a tous vu récemment des data breach. Les impacts sur... on peut voir que, en général, l'impact sur la bourse, boursier, sur ces sociétés cotées, est en général très fort au départ. C'est-à-dire que Equifax a perdu 30% de sa valeur le jour même, soit 4 milliards. Facebook a perdu 9% de sa valeur. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder à plus long terme. Et là, on se rend compte qu'en fait, la plupart du temps, le prix de l'action remonte. Et donc ça, c'est une autre question qui est induite, c'est peut-être pourquoi. Et ça, c'est lié peut-être aux impacts cash. Qui ne se voient ou n'arrivent pas, en tout cas qui sont expected, mais qui parfois ne se réalisent pas. Et donc le marché reprend finalement... reprend confiance dans les résultats de l'entreprise. Exactement. Donc c'est pas toujours le cas. Equifax, Facebook a mis 8 semaines à récupérer son prix. Alors que Equifax, qui a perdu son CEO quand même à cause de ça, c'était plutôt 6 mois. Equifax, au final, ça leur a rapporté du cash. Comme il y a des services payants pour... Oui, alors ça c'est un autre point, c'est que en fait Equifax, ce qui s'est passé, c'est que Equifax ne souffre pas d'un point de vue cash de ces problèmes-là. Il y a des questions de ces services pourraient être perdus ou ils devraient arrêter peut-être certains services. Et donc c'est LifeLock qui a repris un de ces services-là. Et on a pu voir le sénateur en parler à Equifax en disant non seulement vous perdez l'information de tous ces Américains, vous permettez à des gens de créer des comptes à leur place, des comptes bancaires en usurpant l'identité d'une personne, et on ne le récupérera pas parce que les gens ne pourront pas changer d'identité. Et en même temps, vous faites du cash sur... en fait, LifeLock a signé un accord de partenariat avec Equifax pour fournir le même service qu'Equifax sous la licence LifeLock. Et donc Equifax fait quand même de l'argent à la fin, même si les gens pensaient avoir changé de provider. Donc c'est aussi un petit peu le côté problématique parfois qu'on peut voir. Si on s'interroge, Léopold, sur les opérations de M&A, est-ce que là aussi, on a un impact sur la valorisation d'une société qu'on vend, qu'on achète ? Alors, par rapport à ce point, moi j'aimerais vous donner 2 exemples. Un premier, c'est un cas qui est un peu ancien, mais qui a le mérite de nous permettre d'avoir du recul. En 2009, il y a un processeur de cartes américain qui s'appelle Heartland,
et qui subit un détournement de données de 140 millions de cartes de crédit. Et quand on regarde les cours de bourse, ils s'effondrent de 80%. D'accord, 80%. Donc c'est 4 milliards de dollars qui disparaissent en quelque temps. Pourquoi ? Principalement parce que, et en fait l'élément de réponse que je veux vous donner, c'est que l'impact cyber va aussi dépendre de l'industrie dans laquelle on est. Si votre industrie, elle dépend exclusivement de l'IT et que votre job, c'est de processer et d'assurer des transactions qui soient justes, et si à un moment donné, il y a un détournement de données, et que c'est ça la raison pour laquelle on vous utilise, eh bien effectivement, ça vient complètement casser le modèle. Et en l'espèce, Heartland, c'était la deuxième fois qu'il y avait un incident de cette nature. Et donc l'effet cumulé fait que les investisseurs votent avec leurs pieds et effectivement quittent cette société. Deuxième exemple, différent cette fois-ci, on prend Saint-Gobain l'été dernier, Petya, notre Petya. Et quand on regarde les cours de bourse par rapport à l'indice CAC 40, effectivement, ça chahute un tout petit peu quand ils font leurs annonces. Mais globalement, Saint-Gobain, c'est un producteur industriel. Ils produisent des fenêtres, des matériaux pour les entreprises de bâtiments. Et globalement, ils ne vont pas être si impactés que ça au niveau de leur cours de bourse. Pourtant, on le sait ex post que leurs résultats ont été affectés puisqu'ils ont perdu 80 millions d'euros de résultats, presque, je crois, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour autant, leur market cap derrière, elle leur rattrape et il y a un effet de rattrapage. Je pense que d'un côté, ils ont bien géré et de l'autre côté, il y a aussi ce côté industrie qui n'est pas totalement lié à ça. Donc oui, clairement, les sujets cyber sont vraiment pris en compte dans les opérations de M&A. Et moi, l'éclairage que j'aimerais donner, c'est qu'effectivement, cela fait très longtemps finalement que ces sujets de sécurité, d'IT, de cybersécurité sont pris en compte à différentes échelles. Et effectivement, typiquement chez Mazars, on a des équipes qui accompagnent les industriels dans ces opérations de M&A, y compris sur cette partie brique technologique. Alors justement, sur les industriels, je voudrais qu'on parle du non-coté. Là, on est pas mal resté sur les entreprises cotées. Quand que ce soit des entreprises plus petites non cotées ou des grosses entreprises non cotées, comment ça se passe ? Sur la prise en compte du sujet cyber ? Et l'impact sur la valorisation de l'entreprise quand même, quand oui, elle est soit vendue, soit... En fait, encore une fois, ça va dépendre de l'industrie. Je pense que c'est clé. Si on est dans une industrie digitale et si la protection cyber et si toute la gouvernance digitale est tout à fait pauvre, ça va être délicat de se dire on y va gaiement et on va remonter de cette organisation et on va remonter tous ces niveaux sur cette dimension-là. Ensuite, en fonction d'autres industries, je crois que c'est là où c'est important finalement de dissocier la raison pour laquelle on va faire cette opération d'M&A. Il y a les bonnes raisons. La raison, elle doit être économique, elle doit être métier et financière. Et puis, ces dimensions cyber, bien entendu, sont prises en compte, et encore plus dans des industries technologiques et digitales. Philippe, ce qui est affecté dans la valeur l'entreprise a une valeur à la base. Quand il y a un risque cyber, qu'est-ce qui va être touché ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la valorisation des entreprises, on a vu véritablement un shift se passer. Si on prend les 5 plus grandes capitalisations boursières il y a 20 ans, c'était GE, Exxon, Coca, Altria et Walmart. Aujourd'hui, c'est Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook. En termes d'équilibre entre les assets, donc les biens tangibles, qu'on peut mesurer, les machines, les bâtiments, les outils, et les assets intangibles qu'on ne peut pas mesurer, on a un vrai basculement où quasiment il y a 20 ans c'était 80% d'assets tangibles et 20% d'assets intangibles, et aujourd'hui c'est le contraire. Est-ce qu'on ne peut pas les mesurer ou est-ce qu'ils ne sont pas au bilan ? Ils ne sont pas au bilan, par contre ils font partie, et là on pourra en discuter avec Charlie, de la valeur de l'entreprise. Donc ils constituent la valeur de l'entreprise. Est-ce que c'est cette valeur-là qui est effectivement achetée dans le cadre de M&A, ça c'est un débat, mais en tout cas elle constitue aujourd'hui 80% de la valeur des entreprises. Si on prend des entreprises proches de chez nous, un LVMH aujourd'hui, 78% de sa valeur est intangible. Un Altran, c'est 94%, parce qu'on inclut également les assets humains. Par rapport à cet intangible-là,
le fait que ces assets sont plus digitaux les rend plus sensibles à un risque cyber. Et donc, quelque part, on a de fait une menace. Donc, le risque cyber est un risque parmi d'autres. En fait, il s'intègre au catalogue du risque qu'une entreprise à laquelle doit faire face tous les jours. Sauf que maintenant que la valeur de l'entreprise à 80% est intangible, et pour beaucoup digitale, l'importance du risque cyber, elle accroît. Et je dirais que c'est cet événement-là qui est mesuré dans les chocs boursiers que l'on a discuté, avec peut-être ce niveau de rattrapage dont on parlait, qui est un élément de mesure de la résilience de l'entreprise. Si l'entreprise effectivement démontre qu'elle est résiliente, alors sa valorisation boursière va revenir et voire peut-être même augmenter parce qu'elle aura démontré, par exemple, qu'elle est capable de faire face à une attaque cyber auquel aucune entreprise aujourd'hui ne peut prétendre être immune. Et ça, je pense que c'est un message très important dans la valorisation. Dernier point, je vais mentionner, c'est qu'il y a aussi des impacts de rumeurs, de réputation. Et le dernier exemple qu'on j'ai en tête, c'est celui de Supermicro, qui est le leader des puces et des serveurs aux US et qui est semblerait qui est potentiellement impliqué affecté par des menaces d'espionnage par les Chinois. Un certain nombre de démentis existent aujourd'hui qui font qu'il y a une certaine incertitude sur la réalité des faits avérés. Néanmoins, sa valorisation boursière a chuté de 40%. Et là, je reviens au message de Léopold sur effectivement, quand on est dans un business qui est complètement lié à sa crédibilité face au risque cyber, clairement, l'impact est infiniment plus rude. Ce que peut-être Charlie induit, c'est que cette valorisation boursière de Supermicro peut remonter dans le temps. Mais ça, c'est comment mesurer sa réputation et comment sa crédibilité va permettre de faire face à cette crise. 2 points peut-être sur la valorisation. Est-ce que le RGPD a changé quelque chose ? Tu prends ? Le RGPD, on est devant un élément de compliance. En fait, on a un nouveau spectre et un nouveau arsenal législatif qui a été partagé pour tous les pays européens et finalement qui s'impose aux sociétés. Mais dans l'approche du risk management, quelque part, comme on l'a vu, ce qui nous inquiète, c'est quels sont les impacts potentiels d'un risque. On l'a vu, ça peut être un impact sur la capitalisation boursière si l'entreprise est cotée, ça peut être un impact sur les ressources humaines, parce qu'une entreprise qui s'est fait hacker, le moral des troupes, le moral des patrons, il est un peu diminué. Vous voyez, après ce genre d'attaque, on peut avoir un impact opérationnel, ça peut perturber la capacité de production de l'organisation, un impact financier sur la génération de cash flow, c'est ce qu'on a vu. Et effectivement, le RGPD, c'est finalement un élément qui vient structurer et rajouter une couche de compliance, mais finalement le management du risque est plus large que ça et c'est une des dimensions, et pour moi c'est une dimension du risque de la protection des données. Donc dans les données sensibles, on a les données personnelles notamment. Est-ce que ça n'a pas rajouté dans vos couches un impact financier lié à l'amende ? Si, bien entendu. En tout cas, ça, vous savez, je pense que vous êtes tous dans ce cas-là en tant que professionnel. Personnellement, je travaille beaucoup avec le directeur IT, les directeurs de la sécurité informatique de mes organisations et des organisations que j'ai accompagnées ces dernières années. Et effectivement, une des grandes difficultés qu'on a, c'est à certains moments de quantifier nos risques et de dire, mais oui, le risque, il est important. Et effectivement, ces exemples qu'on vous donne là, où on vous dit l'impact sur le cours de bourse, c'est moins 40, c'est moins 80%. Quelque part, ça permet de se dire à certains moments, quand on refuse peut-être de faire certains investissements, qu'on se dit, investir dans un SOC, c'est bien, mais ça coûte cher, vous comprenez ? Oui, ça coûte cher, mais enfin, si on perd 10%, ou si on a une amende par la CNIL de 10, de 20, de 30 millions d'euros, ça coûte cher aussi. Et donc, effectivement, ça peut motiver pour bouger un peu les lignes. Et effectivement, comme j'aime bien dire en tant que risk manager, il y a 2 méthodes pour avancer. Soit c'est d'avoir l'usine qui brûle, et puis à ce moment-là, on a très envie d'avancer. Soit c'est de se dire, on va s'intéresser au sujet spontanément, mais globalement, je me suis rarement retrouvé dans cette deuxième catégorie. Tout
peut-être Un complément, oui, Charlie, bien peut-être sûr. un petit complément. C'est intéressant de relier avec le prix de l'action. Donc pourquoi le prix de l'action remonte? Parce qu'il n'y a pas en fait d'impact cash. Alors d'un point de vue M&A, d'un point de vue que les analystes financiers en général, ce qu'ils regardent vraiment, c'est de la génération de cash flow. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce mouvement de la RGPD, c'est que finalement, le fait que la Commission européenne ait pris la décision d'augmenter les paiements, les potentielles amendes dans ce cadre-là, à potentiellement 4% du chiffre d'affaires groupe, ce qui est énorme, fait que les lignes vont bouger. Et il y a quelque chose de nouveau là-dessus qui est intéressant et et on devrait peut-être plus voir des prix d'action qui baisseraient pour le plus long terme. Alors juste un dernier point avant de passer aux méthodes peut-être pour se protéger contre ces dévalorisations. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux côtés de l'Atlantique? Est-ce que les États-Unis sont en avance sur l'impact? Vous avez cité beaucoup d'entreprises américaines. Est-ce qu'on voit un décalage? Pour le coup, je pense que là, pour le coup, c'est l'Europe qui a pris le lead sur le RGPD, sur cette partie-là. Par exemple, au niveau des amendes, Equifax, son amende, pour l'instant, c'est 35 millions de dollars pour l'instant. On verra s'il y a les classes actions qui sont en cours. On verra ce que ça donnera à la fin. Mais on n'est pas sur les pertes qui étaient au départ émises de 1 milliard éventuellement. Donc bon, on verra par la suite. Et donc oui, donc le leadership est pour l'instant en Europe, mais après les États-Unis reprennent l'affaire et on peut voir d'ailleurs que Uber a eu une amende récemment de 148 millions. Là, on est sur le leadership réglementaire. Ma question était plus sur l'impact financier. Léopold, je vous voyais réagir. Ouais. Oui, simplement ce que je me permettrais de rajouter, c'est que depuis 2002, il y a aux États-Unis ce qu'on appelle le Data Disclosure Act qui impose, et une des complexités de cette approche, c'est qu'il y a une obligation de notification de la part des entreprises en cas de data breach. Et une des grandes difficultés, c'est que finalement, dans les 50 États américains, c'est 50 ou 51, je ne sais plus. On va pas chipoter. Excusez-moi pour cette imprécision, mais bref, à chaque fois, dans chaque État, c'est différent de l'État d'à côté. Et donc vous voyez que c'est assez compliqué parce que globalement on se dit les États-Unis d'Amérique, un seul marché. La réalité c'est qu'à chaque fois, dans chaque État, c'était différent. Et cette législation a eu pour effet d'effectivement typiquement imposer des obligations de notification des coûts assez significatifs, et du coup le marché de l'assurance s'est emparé de ce sujet. Bien entendu, le marché de l'assurance, ça n'est qu'une réponse partielle. Toute la partie préventive de risk management, de prévention, elle est indispensable. Toute la partie sécurité, tous les travaux que vous faites sont indispensables, mais pour autant l'assurance, ça permet juste, entre guillemets, de pallier l'impact sur le PNL et donc sur le compte de profit et de résultat de l'entreprise. Mais comme je le dis assez souvent, c'est bien d'être assuré et de bénéficier d'une indemnisation, mais si votre organisation elle est KO, vous êtes riche mais vous êtes mort, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais pour autant, ce marché est donc développé très fortement depuis les années 2000, et effectivement, du coup, aujourd'hui, quand on regarde le marché cyber, c'est un marché qui est équivalent à 10 milliards de dollars de primes collectées dans le monde, et vous en avez 50% qui vient des États-Unis. Donc il y a eu un vrai effet d'entraînement, et l'Europe est un peu la traîne, on est à 20-25%, mais avec une croissance de 40% par an en ce moment. Donc il va y avoir un rattrapage. Philippe, en complément ? Oui, donc prenons un exemple encore européen, c'est British Airways. Donc on est en train d'apprendre. Donc, jusque-là, la RGPD avait été une sorte d'épouvantail. On va voir effectivement dans la réalité comment ça se concrétise. Et je pense que cette concrétisation-là, elle va avoir des impacts forts en Europe. Et quelque part, de ce point de vue-là, l'Europe va avoir effectivement une avance par rapport aux US. Contrairement à ce que justement le marché de l'assurance montre, c'est que les taux d'assurance cyber aux US sont 2 fois plus importants que les taux d'assurance, les primes. Donc c'est 2 fois plus cher de s'assurer aux US qu'en Europe, alors que le risque cyber est à peu près le même partout. Mais ça veut dire qu'il est mieux pris en compte en Europe, on peut espérer, ou pas du tout? Non, c'est qu'il y a eu plus de sinistres payés aux US, et donc les assureurs... Ils sont échaudés. Ils sont échaudés.
Si on passe très concrètement à la façon de traiter ce risque de dévalorisation, comment est-ce que, en tant qu'acheteur sur le marché M&A, vous êtes une entreprise ou un fonds d'investissement, enfin, on parlera. Comment est-ce que l'acheteur doit regarder sa cible, peut regarder sa cible et prendre en compte ce risque cyber? Charlie, pour commencer. Donc la première chose que va faire l'acheteur, c'est d'abord, encore une fois, qualifier l'impact cash, l'impact réglementaire notamment avec le RGPD ou d'autres impacts qui pourraient sortir. L'autre point, donc ça c'est un premier impact. Mais quand tu rachètes une société, il y a toute la question et il y aura une due diligence qui va être faite. Et si la société n'amène pas le niveau de sécurité adéquat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le deal, on ne fait pas le deal. On va peut-être prendre un risque d'ailleurs, d'après la RGPD, si j'intègre une petite société, par effet domino, je pourrais avoir une faille sur l'intégralité de mon chiffre d'affaires groupe. Donc quand on est un stratégique, on fait attention et on fait des due deals dans ce domaine. Et oui. Donc il y a ça. Et après, il y a la question, donc il y a quantifier les risques. Et puis après, c'est si la société n'est pas au niveau, il y a peut-être des coûts à prendre en compte dans mon business plan, dans mon cash flow. Et donc ces coûts vont pouvoir entraîner une discussion sur l'impact de la valorisation. Alors, il y a un cas public qui est intéressant, c'est Yahoo. Yahoo, au moment de, vous connaissez, Verizon veut le racheter, 4,8 milliards, pardon. La bridge de Yahoo, by the way, pour l'instant, excusez-moi, je fais un peu de franglais, il faut que je fasse attention. Yahoo, pour l'instant, l'amende qu'a reçue Yahoo en Angleterre, c'est 250 000 euros. Pour vous dire, au niveau réglementation, c'est pas encore là. Mais donc, il y a eu un problème. Ce bridge qu'il y a eu chez Yahoo, donc la perte des informations sur les emails de Yahoo, a fait que Verizon a pu utiliser ça pour renégocier le contrat et a réduit la valorisation de 350 millions. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment lié au problème sécurité? Oui, il y a une restructuration, ils sont même mis d'accord à partager à 50-50 les fines dans une structure à part avec les vendeurs de Yahoo. Mais c'est peut-être aussi le résultat d'une renégociation en dehors de... Est-ce qu'on est allé vraiment chercher et mesurer exactement les risques? Je ne pense pas qu'on ait fait au niveau d'une assurance. Ça a été une renégociation à la baisse du prix de l'achat. Et ça, c'est... Voilà. Et donc après, c'est... Dans le private, ça peut être un peu différent parce que... là, ça dépend. C'est une société... Ça peut être des coûts trop importants par rapport à la taille de la société. Dans ces cas-là, on ne fait peut-être pas le deal. Et puis, voilà. Ou alors, on va peut-être estimer les coûts et réduire cette valorisation. Et il y a quelques cas, en tout cas, où on a pu voir ça, en tout cas en France, pour des sociétés dans ce domaine-là. Léopold, vous me dites si c'est confidentiel, ma question, enfin si vous ne pouvez pas me répondre, mais... Ça sera trop tard. Vous avez des équipes de due diligence chez Mazars, vous aidez vos clients à acheter des entreprises. Alors, est-ce que dans l'équipe, concrètement, il y a maintenant une sous-équipe spéciale cyber? Alors, exactement. On a une équipe complètement dédiée aux transactions et aux approches cyber qu'on va retrouver enfin, il n'y a pas que Mazars qui a ça, c'est assez commun. Mais effectivement, on a des équipes dédiées qui interviennent exclusivement et spécifiquement lors des missions de M&A qui ont été certifiées PASI par l'ANSSI, et effectivement c'est une activité qui connaît un essor assez significatif. Et moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà j'ai conscience que ma vision elle est que parcellaire. Les transactions financières tous les ans en M&A, c'est entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. Personnellement, je suis intervenu sur une centaine depuis une vingtaine d'années. Sur des transactions à la fois de moins d'1 million d'euros à plus du milliard. Et quelque part, ce qu'il en ressort de ça, c'est que clairement,
c'est absolument indispensable d'avoir des équipes interdisciplinaires qui se mobilisent autour de ces évaluations. Et effectivement, c'est idéal quand et les risk managers et les directeurs de la sécurité informatique et de l'informatique sont impliqués dans ces évaluations-là. Parce que c'est effectivement ce travail collectif qui permet d'anticiper potentiellement ces risques qu'on va avoir dans les due deals, notamment. Un autre éclairage peut-être, Philippe, sur la façon dont les fonds de capital investissement traitent ça. Alors, je pense qu'il y a effectivement la problématique de quel est le juste prix dans le cadre d'une M&A d'une société que l'on acquiert. Dans le cadre d'un fonds, je pense qu'il y a aussi une problématique nouvelle à laquelle ils vont devoir faire face, c'est que lorsque l'on est un gestionnaire de fonds, on investit dans un portefeuille de société. Et cet investissement dans un portefeuille de société est censé aussi pouvoir un petit peu équilibrer son portefeuille, équilibrer ses risques, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de façon à pouvoir mutualiser ces risques-là et gérer cette exposition pour obtenir une certaine rentabilité. Le problème, c'est que les fonds vont commencer à se réaliser que parmi cette décorrélation qu'ils ont essayé de faire, cette mutualisation entre une multitude de risques qu'ils ont acquis, il y a un risque qui est systémique, qui est le risque cyber, qui peut potentiellement, en une seule occurrence, affecter l'ensemble de leur portefeuille. Ce qui n'était pas, à la base, quelque chose qu'ils avaient anticipé lorsqu'ils avaient fait leur stratégie d'investissement. Et donc, pour les fonds, le problème, c'est comment gérer cette exposition-là qu'ils n'avaient pas anticipée. C'est un peu la même problématique que pour les assureurs. Un assureur, il va assurer 10 risques pour être certain que la prime qu'il va récupérer sur les 10 risques paiera l'événement d'un seul de ces 10 risques qui aura eu un sinistre. Or, les assureurs sont en train de réaliser que finalement, peut-être les 10 risques peuvent avoir un impact en même temps. Mais des assureurs, contrairement aux fonds, sont capables demain de pouvoir agir ça par exemple en excluant le risque cyber ou en le compartimentant. Un fonds d'investissement ne pourra pas avoir cette approche-là. Et donc ils auront besoin de pouvoir valoriser dans le retour sur investissement de leur fonds le fait qu'ils ont pris un risque supplémentaire qu'ils ne peuvent pas gérer autrement qu'en le mutualisant. Ça nous amène du côté vendeur. On a une entreprise, on a une filiale qu'on envisage de vendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir un acheteur qui réalise que c'est une catastrophe et qui divise le prix par 3 ? Alors concrètement, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, comment vous agissez quand dans vos opérations d'M&A vous êtes vendeur, hein ? Alors, il y a une société... il y a une société pour laquelle je me suis pas mal impliqué, notamment pour sa création, puis pour son investissement d'Axel Springer, c'était Quant, un moteur de recherche respectueux de la vie privée. En fait, le modus operandi de la société, comme vous savez, Quant, c'est un moteur qui respecte la vie privée, donc par essence, c'est quelque chose qui a pris sur les négociations du deal avec Axel Springer pour l'investissement, le premier investissement de 5 millions. Sur les 5 semaines de négo, 3 semaines, c'était juste sur ce point-là, quoi. Donc on allait, on regardait, on ouvrait tout, il vérifiait que bien évidemment le caractère anonyme, pas de récupération de données. Et pourquoi Quant a validé tout ça ? Simplement parce que Quant, dès le départ, investit dans des équipes de sécu, a pris des anciens pentesters et les a recrutés. Parce qu'une infrastructure, c'est pas seulement des ingénieurs qui achètent des serveurs ou qui maintiennent des serveurs. C'est aussi des gens qui font des tests. Donc ça a été intégré dans ces équipes des gens. Voilà. Et ensuite, chaque fois que Quant a développé quelque chose, ça a été toujours privacy by design, c'est-à-dire dès le départ, on fait les bons choix. Et c'est là où la crédibilité était là, et donc ça s'est fait. C'est pas toujours le cas dans des sociétés où les fondateurs ne sont pas forcément suffisamment entourés ou n'ont pas pris le choix de prendre des experts sécu dans leurs équipes. Et parfois, ça arrive que la société ne se vende pas ou ne lève pas, rien que pour des raisons de ce type-là. Et ça, c'est le problème que... Alors, je vais me permettre, d'habitude j'interviens pas, mais on a eu une discussion de couloir tout à l'heure avec le responsable des risques informatiques d'un très grand groupe.
et qui nous expliquait qu'en ce moment, dans les opérations qu'il faisait, donc il réalise beaucoup d'opérations d'M&A, il regarde attentivement le risque cyber, hein, et actuellement il considère que ça l'entraîne à abandonner un deal sur 2, qui est quand même... voilà, c'était devant témoin, je ne donnerai pas le nom du groupe. Mais... Oui. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Alors, on a peut-être un petit problème de micro, mais je vais vous l'apporter. C'était juste une petite question par rapport à un acheteur. Il y a toujours un audit ou un ensemble d'audits avant, ou comment ça se passe exactement? Les audits, c'est une bonne question. C'est-à-dire que avant, les gens... l'audit technique va encore dépendre du type de business. Si c'est un business sur la donnée, sur la vie privée des gens, ou si c'est un business sur les données médicales des gens, je pense que là, il est clair qu'il y aura un audit de sécurité poussé. Si c'est une société d'e-commerce, on fera peut-être un peu moins attention à ces choses-là, puisque le problème serait le denial of service, ou voilà, ce serait la plateforme qui saute un peu. Un point sur les audits. Il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, les commissaires aux comptes posent des questions précises sur les conditions de sécurité et en font potentiellement un sujet de subjectivité sur la véracité des comptes des entreprises qu'ils auditent. Je pense que c'est une dimension nouvelle à laquelle va y avoir de plus en plus d'importance. Sur la gouvernance, effectivement, c'est les thèmes que l'on mène au sein de l'AMRAE, dont vous avez 2 administrateurs en face de vous. L'AMRAE, c'est l'Association française des risk managers, et qui pousse effectivement à permettre aux dirigeants, et donc effectivement à ceux qui vont être à faire face à ces acheteurs, d'être véritablement maîtres des risques qu'ils ont à prendre en compte en termes de développement de services, développement d'activités, développement de digitalisation, et en termes d'allocation des ressources internes pour au mieux gérer ces risques-là. Et ça, c'est là où la sécurité et le business doivent travailler ensemble pour définir cette exposition et la quantifier. Pascale Gély, vice-présidente de l'AFCDP, qui est une association de Data Protection Officer en France. Je voudrais rebondir sur la question de l'audit, parce qu'en fait, en pratique, on se rend compte qu'il y a assez peu de cas, quand on fait une acquisition, où il n'y a pas de données personnelles qui sont impactées. Sauf dans des cas où on achète vraiment des machines et une branche d'industrie. Mais il y a souvent on achète de la clientèle ou alors on achète de l'humain. Et là, il y a des données personnelles. Donc, nous, vraiment, ce qu'on recommande, c'est d'avoir toujours, dans la due diligence checklist, des données personnelles. Voilà. Une checklist avec des questions sur les données personnelles. Bon. Oui, Charlie ? Je voulais peut-être rebondir sur l'aspect audit également, parce que, moi je vois là, je suis en train de vendre une société, on travaille avec une société de données sur les entreprises. C'est son métier. Il y a beaucoup de hype, ce qui fait que tous les fonds veulent absolument avoir cette société, donc les due deals, on les fait plus rapidement, etc. Et c'était drôle de voir, pour l'instant, les questions que j'ai eues sur la RGPD, c'était surtout des questions sur des problématiques HR. Il ne faut pas mettre le numéro de sécurité sociale dans un contrat de travail. Mais alors qu'au final, et finalement, moins parfois sur des problématiques de cyber. Et c'est là où j'ai trouvé un peu, c'est la réalité du M&A, c'est-à-dire que le M&A, parfois on ira très loin parce que certains investisseurs, notamment les grands groupes en général, sont très sensibles à ce genre de sujet. Autant parfois, quand il y a trop de pression, que l'actif est trop bien, on n'a pas le temps de faire donc on va au plus vite. Et voilà. Donc c'est pas toujours. L'audit n'est pas toujours parfait en M&A, c'est à savoir. Oui, je l'apporte. J'arrive alors. Je suis désolée, on est très mal équipés. Oui, bonjour, Sidet Chor. J'avais une question au niveau du M&A, c'est la valorisation, la quantification du risque. Lorsque on achète quelque chose, et prenons l'exemple que la société en question n'est pas en conformité avec RGPD, bon ok, on sait 4%, etc. Est-ce que vous prenez en compte le fait qu'on voit une tendance arriver, et la tendance c'est que
potentiellement, ils peuvent se prendre une autre pénalité qui est en fait tout ce qui est loi anti-compétition, parce qu'une autre société peut très bien dire, comme cette société n'a pas mis en place tout ce qui est RGPD, moi je vais aller l'attaquer pour justement aller aussi récupérer une partie de la clientèle que j'ai pas eue. Et est-ce que vous quantifiez ça lors des M&A en fait? Vous avez le droit d'être sincère. Ouais, je vais être sincère. Les gens sont pas suffisamment sophistiqués pour le faire. Non. C'est vrai. Donc, l'idée sera plutôt, on fait pas parce que finalement il y a trop de risques, on n'est pas chaud, on laisse tomber. Ou dans ces cas-là, on voit avec un expert combien il faudrait payer pour remettre à niveau rapidement et se dire bon ben voilà. Et on mettra dans un petit papier s'il y a un problème, vous paierez un peu quand même. Donc on récupérera une partie de l'argent qu'on met, ou on mettra une partie de votre argent en escroc. Et si tout se passe bien au bout de 2 ans, quand on a fini le travaux, ben, vous récupérez bien l'argent. Donc c'est plutôt ça qui va se passer. Philippe, en complément? Oui, donc pour un petit peu aussi vous démoraliser, donc j'étais notamment aux US et j'ai rencontré un certain nombre de risk managers. Je leur demandais comment est-ce que vous faites pour quantifier votre risque cyber dans votre entreprise et comment est-ce que vous prenez ça en compte dans votre stratégie d'assurance cyber, par exemple. Et la réponse que j'ai eue au moins sur 3 grands risk managers, c'est je ne fais pas du tout d'analyse de mes risques parce que de toute façon, je vais acheter une assurance cyber qui est inférieure à mon exposition, donc ça ne sert à rien de faire cette exposition-là. Et ça marche. Et ils trouvent des gens prêts à les couvrir. À ce jour. Bon, l'avenir dira si éventuellement la sinistralité augmente, la maturité vient avec la sinistralité, mais à ce jour, c'est également son rencontre. Léopold, vous aviez l'air sceptique. Pas sceptique, mais bon, c'est une approche et j'aimerais vous donner deux points de vue qui parlent du même sujet. Vous avez d'un côté Warren Buffett, donc président de Berkshire Hathaway, qui lui estime en juillet et fait une prise de parole publique en disant le marché de l'assurance et de la réassurance qui essaye d'appréhender ce sujet cyber est complètement fou. La réalité, c'est qu'on n'a aucune compréhension de ce marché et qu'on n'en comprend rien. Et lui, il considère qu'il y a un risque de 2% qu'il y ait un sinistre supérieur à 400 milliards de dollars du fait d'un incident cyber, donc supérieur à une catastrophe nucléaire. Fukushima, pour mémoire, c'était 275, je crois, à peu près. Donc 35 milliards d'assurés. Et donc, vous voyez... Voilà, ça c'est un premier retour d'expérience. Bon, personnellement, pour moi, j'estime beaucoup Warren Buffett. C'est un contrariant, c'est quelqu'un qui est souvent tout à fait fin dans ses approches. Investir dans le ketchup alors que tout le monde achète que des pépites industrielles, je trouve que c'est smart. Au moins, il n'a pas surpayé. Mais pour autant, on a d'autres acteurs, et notamment Evan Greenberg, le patron de Chubb, qui est le premier assureur dédié à l'activité property and casualty, comme on dit dans le jargon américain. Et bien, Evan Greenberg, donc patron d'un acteur très significatif, ils ont une part de marché de l'ordre de entre 15 et 20% du marché de l'assurance cyber, lui dit « Je ne suis absolument pas d'accord avec M. Buffett. Chez nous, on modélise ce risque depuis plus de 20 ans. Ils ont géré quasiment presque 600 millions de vols d'enregistrement. On considère qu'on a le recul suffisant, qu'on a de l'information, et donc il y a une forme de maturité qui est atteinte, et on le fait de manière très sérieuse. » Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle du même sujet, vous avez 2 vues assez différentes, peut-être un plus réassureur, l'autre plus assureur, mais en tout cas, je crois que c'est un sujet sur lequel on apprend tous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise analyse, mais ce qui est certain, c'est que le simple fait déjà de se réunir et de travailler main dans la main avec les équipes IT, les équipes sécurité, je crois que c'est ça qui permet de s'améliorer et de mieux appréhender ce risque. Alors justement, je voulais me faire le porte-parole de la salle. Qu'est-ce que doit faire le RSSI dans tout ça ? Comment est-ce qu'il peut intervenir pour préparer est-ce qu'il doit s'investir avec les équipes de due diligence ? Est-ce qu'en interne, comment on peut préparer la cession d'une entreprise ou ça, cyber
Bon, moi, je suis qu'un banquier d'affaires, donc je ne connais pas le métier à fond du RSSI, mais ce que je constate, moi, c'est que je pense que le pen testing, c'est ce qu'il faut faire. C'est travailler avec des... Hacker One, c'est américain, plutôt des Yogosha ou des Bounty Factory, recruter... Voilà, pas avoir peur d'aller demander à des gens de hacker son propre système et de voir ce que ça donne. Recruter des gens dans ce domaine. Pour moi, c'est... Avant que son acheteur le fasse, c'est ça. Voilà, et oui. Et après, moi de mon côté, ce que je vois en M&A, c'est aussi des transactions où des audits n'ont pas été suffisamment poussés en techno, où c'est simplement des questions-réponses au management, alors que parfois, peut-être qu'il faudrait venir avec une équipe de forensique et taper la data pour voir comment elle est vraiment, et détecter peut-être des fraudes ou des problèmes. Et je pense à une société qui s'appelle DMGI, qui a acheté une société qui s'appelait Xelligent pour concurrencer CoStar, le leader dans la donnée immobilière aux États-Unis. DMGI a investi 150 millions dans cette boîte pour la fermer parce qu'ils ont réalisé qu'en fait il y avait des fraudes au niveau de la récupération de données, qu'en fait ils pompaient la donnée de CoStar. CoStar a attaqué. DMGI ne pouvait plus rien faire. Ils ont fermé la boîte. Perte sèche de 150 millions. Donc voilà, donc l'aspect cyber, c'est aussi dans les audits qu'il faut les faire. Ouais. Alors, bon, excusez-moi, je suis sorti un petit peu du RSSI, en tout cas, je suis un peu trop loin. Mais on arrive déjà au bout. Alors vous pourrez, on sera tous là ce soir pour si vous avez une éventuelle question supplémentaire. Moi, je vais me faire gronder si je suis pas. Pour conclure, quel est votre conseil pratique, voilà, la chose à faire demain pour que la valorisation de l'entreprise ne souffre pas. En 30 secondes. Pas faire de raccourcis et embaucher des gens de la sécu, parce qu'en plus, le fondateur de Quant, c'est quelqu'un qui vient de la sécurité, et quand on fait de la sécu, on est obligé de connaître tous les protocoles, et donc ça nous donne plein d'idées sur savoir comment agréger la donnée, comment passer, comment être inventif. Donc moi j'ai tendance à dire embaucher des gens en sécu, et voilà. Et après, quand vous voulez préparer quelque chose, quand on fait quelque chose, on anticipe. On anticipe comme on anticipe quand on veut vendre une société, il faut anticiper, donc il faut m'appeler avant de vendre. Et c'est pareil, quand on fait un produit, on anticipe les problèmes, comme ça après, justement, le produit marche bien et on est tous contents et on est sûr qu'on n'aura pas de problème en M&A par la suite. Philippe, ton conseil hein? Bon, puisque Charlie fait sa pub, vu l'audience que nous avons, qui est, j'imagine, plutôt orientée technique, moi j'aimerais juste un petit sondage. Combien d'entre vous, dans vos sociétés, connaissez et au moins avez rencontré une fois votre risk manager ? Ça, c'est bon pour le moral de mes troupes là, sur scène. Vous n'êtes pas une population normale. Ouais. Et donc, effectivement, moi, en tant que RSSI, ce que je vous conseille, c'est rapprochez-vous de votre risk manager et travaillez ensemble à développer une vraie politique de gestion du risque cyber, qui soit une politique globale et pas que technique. Et c'est le risk manager qui vous aidera aussi à développer une vraie politique technique. Léopold, votre conseil, et ce sera le mot de la fin. Ouais, j'ai fait ma pub aussi. Clairement, je crois que l'humain est capital. Se connaître, comme disait Charlie, effectivement anticiper, ne pas attendre d'être dans la crise, dans l'incident majeur pour se dire quelles sont les différentes parties prenantes, la DIRCOM, les juristes, l'IT, la sécurité. Je crois aussi que un des points, et je ne sais pas si vous partagerez ce point-là, mais une des difficultés, c'est aussi que cette perception de cet actif digital, finalement, qu'est l'information, et notamment le RGPD, finalement, vient valoriser une dimension de cet actif digital, que ça soit bien partagé aussi dans les instances de gouvernance de l'organisation, au niveau des conseils d'administration, et donc finalement de réussir à parfois simplifier nos propos, qui sont en tant qu'experts parfois jugés comme compliqués, et d'avoir un discours qui soit suffisamment simple pour être compris, et finalement de donner aussi les clés de lecture aux instances de gouvernance, de manière à ce qu'elles se positionnent sur ces sujets, qu'elles se sentent embarquées, et qu'elles ne fassent pas que subir lorsqu'il y a un incident.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous tous pour votre attention.